TF1 aussi, peut-être, essayer de mettre une pression. C'est que Nicolas Dupont-Aignan a fait un geste très fort sur le plateau de TF1 ce week-end. Déjà, est-ce que vous saluez ce qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan? Donc non, après Dupont-Aignan fait ce qu'il veut. Mais non, mais saluer, on dénonce quand on peut, on a dans notre programme, et puis on écrit des choses sur les médias. Les médias, ils appartiennent, TF1 notamment, aux capitalistes. Voilà, donc on a un milliardaire Bouygues qui possède une chaîne et qui fait ce qu'il veut en fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas l'histoire que du débat, c'est que sinon on est indigné pour un truc. Alors Dupont-Aignan, il peut s'indigner sur cet aspect-là s'il veut, et puis il peut partir d'un plateau. Nous, c'est pas ce choix-là qu'on a fait, mais c'est sûr qu'on dénonce les médias entre les mains des capitalistes. Voilà, ils ont une chaîne télé, ils ont un journal. Dassault, il a Figaro, hein, le Dassault voleur qui va pas en prison parce qu'il a 91 ans, hein, parce que là, il y a un peu d'humanité pour les vieux capitalistes comme lui. Mais sinon, d'ailleurs, entre parenthèses, combien de prisonniers politiques basques sont en train de mourir en prison de maladies graves après 20-30 ans en tôle et puis ils sont toujours là. Mais enfin bon, voilà, c'est juste en aparté comme ça en passant. Mais voilà, donc les médias appartiennent à des capitalistes, ils en font ce qu'ils en veulent. Et il n'y a pas de service public de l'information. Voilà, l'information, ils s'en foutent en réalité. C'est juste des outils pour eux, pour faire la propagande pour eux et pour défendre leurs petits amis, faire la pub à leurs petits amis. Puis voilà, c'est juste des outils de contrôle. Donc là, le débat, ça révèle un peu ça, mais en réalité, c'est à longueur d'année, à longueur de journée où les médias ils font ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, à quoi ça sert qu'il y en ait autant que ça? Parce qu'on a la même info qui est traduite de la même manière. Bon. On va parler peut-être un peu de vous maintenant. Comment vous gérez cette campagne? On sait que vous faites aussi autre chose à côté. Comment vous gérez cette double vie, on peut dire, actuellement? Mais là, à partir d'aujourd'hui, ça va être différent parce que j'ai signé justement ce matin mon avenant au contrat de travail. Donc j'ai une disponibilité de 5 semaines pour toute la campagne. Donc je ne travaillerai pas à l'usine durant toute cette période. Mais c'est vrai que là, toute la période précédente, jusqu'à hier, donc je travaillais. Bon, ça a évolué avec l'avancée de la campagne, mais j'ai finissais par travailler 2 jours par semaine à l'usine et puis 3 jours pour la campagne, donc jusqu'à hier. Et même hier, j'étais en grève, donc j'ai même pas travaillé parce on se remobilise depuis au moins le mois de janvier. Là, on a fait plusieurs journées de grève et de manifestations parce qu'on a une usine qui est menacée, on va dire à moyen terme, puisque fin d'année prochaine, donc fin 18 et début 19, on n'a plus de production, plus d'activité. Et donc, quand il n'y a plus de production, plus d'activité, ça veut dire que l'usine est menacée de fermeture. La direction de Ford ne dit pas aujourd'hui que ça va fermer, mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont rien à nous proposer. Et puis, alors, on essaie de se mobiliser pour bousculer les choses et obliger Ford à changer de politique et à investir, ou en tout cas prendre la décision et de s'engager fermement à des investissements et donc à apporter de nouvelles activités. Donc, en fait, ces dernières semaines, à côté de la campagne, il y avait cette mobilisation-là qu'on cherche à construire, parce que c'est pas simple, hein. On peut constater un danger pour nous, mais c'est pas pour ça que les gens se mobilisent, parce qu'il y a beaucoup de résignation, beaucoup de sentiments d'impuissance, et c'est difficile de donner envie ou de faire en sorte que les collègues y croient. Donc on dépense aussi beaucoup d'énergie, nous, dans les équipes syndicales, pour essayer de construire justement cette mobilisation-là. On a plutôt bien réussi quand même, parce qu'on a remis les pouvoirs publics en jeu, puisqu'ils s'occupaient plus du dossier Ford, donc là ils s'en occupent. Et hier c'était d'ailleurs une réunion officielle, préfecture, élus locaux, et pouvoirs publics, représentants du gouvernement et la direction de Ford Europe, pour essayer donc d'avoir. Alors du coup la réunion elle n'a pas donné grand chose, mais bon, nous on va essayer de continuer à se mobiliser. Alors, j'étais long là-dessus, mais enfin voilà, ça fait partie des problèmes, d'un vrai problème pour nous très rapidement. Et ça répond à une question justement sur Facebook de Julien qui demandait des nouvelles par rapport au patron de Ford. Qui fait partie de vos mobilisations fortes actuellement. Et encore d'un point de vue plus personnel, comment on gère d'un point de vue vie de famille, même d'un point de vue aussi personnel? Enfin, faut dire que votre vie a changé avec votre engagement politique. Vous êtes passé d'un citoyen anonyme à une personne connue. Oui, ça change un peu. Pendant la campagne, ça change un peu parce qu'évidemment, quand on est dans la rue ou partout, les gens nous reconnaissent de plus en plus. Donc, évidemment, ça change un peu les rapports. Mais sinon, en dehors de la campagne, après, on retrouve vite une vie normale parce que ça va vite. Et puis après, voilà. Donc, ça chamboule pas tant que ça la vie. Mais le temps d'une campagne, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais du point de vue du rythme, quoi. Voilà, il y a les médias, il y a les réunions publiques. En fait, c'est un boulot, c'est une tâche militante en fait, qui est un peu particulière parce qu'elle est plus visible que tous les autres militants qui font autant de boulot, mais ça se voit pas, ou en tout cas pas publiquement. Donc
Mais en règle générale, c'est ça. Surtout, c'est que quand on milite et on est dans une situation où il n'y a pas beaucoup de militants, en fait, et c'est pour ça nous, on est contrairement aux capitalistes qui licencient, nous, on recrute. Hein, on a des plans d'embauche en permanence. Quoi. On a besoin de militants, on a besoin de construire, de reconstruire tout ça. Et du coup, aujourd'hui, comme on n'est pas très nombreux, c'est vrai que ça fait beaucoup de boulot. Mais encore une fois, mon poste de candidat, c'est pas plus difficile que plein de choses parce qu'on a énormément de choses à faire. Donc il faut défendre au mieux nos idées, se faire entendre, profiter des espaces médiatiques qu'on a. Puis après, à côté de ça, c'est la campagne, ça nous donne aussi des moyens d'être plus visibles parce qu'une réunion publique pendant une campagne électorale, ben, il y a plus de gens qui viennent quand même. Et tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on fait dans une période de campagne électorale, c'est plus visible et c'est important pour nous parce que ce qu'on fait au quotidien, dans la discrétion parfois, ben là, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un vrai travail mais voilà, je parle de ça parce qu'après la question personnelle, elle est vraiment en secondaire. Et puis en fait, du coup, on est pris dans cette bataille militante d'essayer de faire entendre nos idées. Et puis au bout du compte, hein, c'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste faire entendre ses idées pour gueuler, pour se faire voir. C'est que derrière, on veut construire, on veut arriver à être efficace. Et l'enjeu, c'est quand même construire à la fois un outil politique, le renforcer, le développer, et puis un outil qui prépare des luttes sociales. Donc c'est tout ça qui est derrière. Quoi. Là, on parle de lutte sociale, d'engagement visé des salariés. On a cette question de Lucas qui voit peut-être des similitudes avec une autre candidature. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez des points en commun avec lui? Et cette question que lui dit, pourquoi ne pas s'associer avec Jean-Luc Mélenchon? Ben ouais, la question est posée, ok, mais nous, ça nous apparaît évident de voir qu'on n'est pas associé justement. Alors il y a des points communs avec Mélenchon. Alors je dirais qu'il y a des points communs surtout avec les militants qui sont avec Mélenchon, les militants du Front de gauche, du PG, du PC. On se retrouve dans les mêmes syndicats, dans les collectifs, dans les manifestations, on se bat ensemble. Donc là c'est facile à voir les points communs, on a des mêmes aspirations. Après avec Mélenchon, lui il reprend un peu tout ça, cette idée que finalement un super président de gauche pourrait changer les choses. Nous on croit pas à ça. On est dans l'idée qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main, qu'on fasse de la politique nous-mêmes. C'est pas juste pour faire joli qu'on dit ça. C'est que si on fait pas ça, on se fera toujours entourlouper par des partis de gauche. On l'a bien vu quand même. À chaque fois que la gauche est au gouvernement, faut le PS, y compris même parfois avec le PC, avec Mitterrand. Ou avec les écolos, à chaque fois ils sont dans des gouvernements qui finalement font le contraire, ou en tout cas font pas ce qui ou des ministres délégués sous le gouvernement Jospin. Ça, nous, on n'en veut pas de ça. C'est tout le problème de comment, par nous-mêmes, on peut s'organiser, défendre nos idées, se battre c'est un peu ça. Donc ça, c'est un aspect des choses, mais après l'autre aspect, c'est le programme politique avec Mélenchon. Donc là, celui qui pose la question, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand on critique Mélenchon, mais bon, on est bien obligé quand même aussi d'expliquer nos différences. Mais on a des désaccords assez importants avec Mélenchon. Il y a les points communs, ça c'est vrai. Par exemple, il y a la retraite à 60 ans, il y a la bataille contre les licenciements, contre des politiques d'austérité, et puis même la sortie du nucléaire, une politique qui protège l'environnement. On a des points communs, mais à côté de ça, il y a aussi des choses qui nous séparent, et nous, on est complètement opposés au chauvinisme ou au protectionnisme. Enfin, lui, il représente un peu ça aujourd'hui quand même. On est, nous, entièrement solidaires des migrants. On est pour la liberté de circulation et d'installation. On est pour l'ouverture des frontières, ce qui n'est pas du tout le cas de Mélenchon. Et c'est pas des petits détails, c'est vrai. Pour nous, ça fait partie des choses importantes, même fondamentales. Et puis après, au bout du compte aussi, c'est la différence, c'est que nous, on pense que c'est pas par la voie institutionnelle qu'on va changer. Alors même si lui, il défend une 6e République et il dit que voilà, on pourrait avoir un système de représentation différent et tout ça, nous on dit que le changement, c'est les luttes sociales, c'est un rapport de force, donc c'est obligatoirement la population qui prend ses affaires en main, qui se bat. Donc tout ça, en fait, il y a Mélenchon avec sa candidature, il y a nous à côté. Alors on voit bien la différence. Mélenchon dynamique 10, 11, 12, 13%. Ok, nous on est scotché à 0,5, 1%. Donc on pourrait dire voilà, c'est d'ailleurs ce que certains nous disent, même à gauche. Quand on est petit comme ça, on se tait puis on va rejoindre le gros. Nous non, on n'est pas d'accord avec ça. On est petit, mais on assume et on a des idées à défendre. Et nous, ce qu'on souhaite par contre, c'est que ça puisse être utile pour un débat. Voilà, Mélenchon, il a ces perspectives-là, ces idées-là, nous on a celles-là, discutons. Et le mouvement social, il a besoin justement de ce débat, de discuter de la société telle qu'elle est, de comment elle est organisée, comment on peut la changer. Est-ce que les élections, ça va nous aider à changer les choses, ou est-ce que à un moment donné, effectivement, c'est la question qui est posée, c'est la riposte et l'unité du mouvement social.
Bon, ben, nous, on compte là-dessus. Et c'est vrai que ces élections, on espère en tout cas que ça puisse aider à faire qu'il y ait une discussion et que le milieu militant, syndicaliste, associatif ou partout, des gens qui sont pas forcément organisés, mais qu'on puisse discuter de ces choses-là et de voir qu'il y a des différences. Pas juste de dire, ouais, mais non, il faut se regrouper par rapport au vote utile. On dit, ben non, il y a des différences. Autant les assumer, autant les mettre à plat et discutons de tout ça. Et on a cette question toujours sur Facebook Live. Est-ce que vous auriez pu marcher avec Jean-Luc Mélenchon pour la 6ème République? Non, parce que pour nous, c'est pas, ça veut rien dire, la 6ème République. Après, c'est vrai que Mélenchon, des fois, il explique, mais même moi, des fois, je vois pas trop ce que ça signifie. Mais le problème, c'est que on a la 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, il y a cette idée de continuité quand même. C'est à partir du moment où on reste dans la 6ème République, ça veut dire quoi? Qu'on change finalement que les aspects politiques de la représentation. Enfin, nous, on veut transformer profondément la société, donc c'est pas la 6ème République, ce serait à la limite, des fois il le dit, Mélenchon, la République sociale, mais c'est qu'on peut pas s'attaquer uniquement à la question politique, c'est l'économie aussi, qui possède l'économie. Donc nous, on discute d'expropriation, de réquisition, le partage des richesses, à la limite, c'est plus profond que ça, c'est prendre le contrôle de l'économie, c'est comment on reprend la main sur l'outil de travail, c'est l'autogestion. Ça, c'est des problèmes qu'on pose, parce que sinon on s'en sort pas. Si on discute juste des institutions, on va s'apercevoir qu'on change pas grand-chose en réalité. Donc c'est aussi cette question économique, la démocratie économique, c'est que dans l'entreprise, eh ben ouais, la démocratie, ça veut dire qu'à un moment donné, les salariés y contrôlent. Et donc derrière, eh ben, on enlève, non seulement on entrave la liberté patronale, mais bien plus que ça, on enlève les moyens aux patrons et aux capitalistes de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est ça qui est pas posé dans l'idée de la 6ème République. Donc en fait, c'est un renversement du système actuel. Et le système, c'est pas juste donc le politique, c'est aussi la question économique. On a cette question de Babar sur Facebook qui nous demande qu'est-ce que vous avez pensé des nuits debout, qui sont aussi des façons d'imaginer la politique autrement? Ben nous, ça nous a enthousiasmé, Nuit debout. Voilà, il y a eu toute la période du mouvement contre la loi travail. Ça avait démarré par les jeunes précaires ou étudiants, et puis après le mouvement syndical, et puis très rapidement, en mars, ça a donné des assemblées générales, des occupations de place, des discussions où on voyait toute une partie de la jeunesse, et pas que des jeunes, qui mettaient en avant leurs aspirations, qui étaient à l'opposé évidemment de ce que le monde, enfin de ce que le gouvernement ou de ce que le pouvoir aujourd'hui veut nous imposer. Donc il y avait contre les patrons, contre la précarité, le chômage et tout ça, puis aussi la solidarité avec les migrants, avec les réfugiés, la solidarité avec les zadistes et toutes les luttes environnementales. Donc il y avait ça, puis cette idée que discutons de la société, de ce qu'on veut, et puis est-ce qu'on peut nous changer les choses. Alors, nous, ça nous a enthousiasmé, ça a été un bol d'air. Ça a permis de montrer qu'on n'était pas tous en train de subir et on n'était pas tous séduits par tout ce qui peut être libéral ou réactionnaire. Donc il y a autre chose. Voilà, ça a montré quelque chose, quoi. Alors ça n'a pas duré longtemps. On a bien vu qu'au bout de 2, 3, 4 mois, même le mouvement contre la loi travail, malheureusement, ça s'est terminé par une défaite dans le sens où la loi est passée. Mais ceci dit, ça a montré quand même qu'il y avait de la résistance, que plein de gens en avaient ras-le-bol et qu'il y avait une envie que ça change. Et voilà, ça a été une étape, une tentative de faire quelque chose. On n'a pas été assez fort pour aller au bout, mais ça manquait quoi? Ça manquait de monde? Ça manquait de... sûrement, ouais. Mais après, bien sûr, il y avait les faiblesses du mouvement. C'est qu'on n'était pas 10 millions dans la rue, par exemple. Les grèves des cheminots, des dockers ou des déchetteries. On a vu des mouvements de grève reconductible qui se sont lancés, mais ça n'a pas été assez fort pour aller plus loin. On a vu des freins aussi du côté des directions syndicales qui n'ont pas été quand même très motivés pour organiser tout ça. Et puis il y avait une faiblesse militante globalement, parce qu'on sortait aussi de longues années de résignation où ça a manqué quand même des conflits de cet ordre-là, donc parce que c'était le mouvement des retraites de 2010. Depuis, il y avait quand même eu pas mal de démoralisation dans les milieux militants. Donc on voit qu'il manquait un peu tout ça, de force pour organiser, mais donc ces limites-là font que le mouvement n'a pas gagné. Mais ceci dit, le mouvement il a duré 4 mois. Il y a eu quand même des affrontements avec la police, avec l'État. Il y a eu le 49.3 de Valls. Il y a eu tout le mépris affiché de Gattaz, des politiciens, mais pas que certains intellectuels qui prenaient de haut ce mouvement-là et qui prenaient de haut Nuit debout. Mais quand derrière leur réaction à eux, on voyait bien que quelque part ils s'en inquiétaient de ça. Ils s'inquiètent quand les gens relèvent la tête, quand les gens se battent, parce que quand les gens se battent, la confiance revient. Et quand la confiance revient, le culot revient. Et les idées de la lutte, de la contestation du système capitaliste, ça revenait. Et on sent que il peut se passer des choses encore aujourd'hui et que ça peut changer la période qui vient. Donc c'est une alerte. Pour nous, c'est une alerte positive. C'est quelque chose qui montre qu'il y a des possibilités. Ça nous donne confiance encore plus pour l'avenir. Donc les nuits debout et tout ce qui s'est passé autour, c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer dans toute la période qui vient. Et on espère que ça sera, c'est le début d'une période nouvelle pour nous, quoi.
Alors une question de Cachetan sur Facebook toujours, qui prolonge un peu celle qu'on a faite par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Là on va parler plutôt de Nathalie Arthaud et cette question, qu'est-ce qui vous démarque en fait de cette candidate? Parce que vous voulez prendre la défense de ceux qui travaillent. Finalement le grand public ne fait pas forcément la différence entre vos deux programmes. Vous, qu'est-ce qui vous différencie de Nathalie Arthaud tout simplement? Non, mais c'est sûr que là, c'est même à la limite plus compliqué qu'avec Mélenchon, parce que bon, des différences, il y en a, il y a des différences politiques. Bon, il y a la question de l'écologie, et puis même les mœurs militants, enfin comment on milite dans les collectifs, est-ce qu'on s'est investi dans les collectifs ou pas. Bon voilà, il y a des différences, mais enfin bon, le problème il est peut-être pas tant là, mais c'est vrai que le problème qu'on peut discuter, c'est pourquoi deux organisations comme Lutte ouvrière et le NPA ne se retrouvent pas ensemble dans des candidatures présidentielles, ou même au-delà des candidatures à la présidentielle ou dans les autres élections. En fait, ce sont deux organisations qui ont quasiment aucun rapport. Qui n'entretiennent aucun rapport politique, si ce n'est un rendez-vous annuel à la fête de Hello. Effectivement, on est invité pour un débat, mais voilà, en dehors de ça, on se dit, mais voilà, on se voit pas, on discute pas, on partage très peu ensemble. Il y a des militants dans les villes qui se rencontrent, qui se côtoient dans les manifestations, donc mais sinon, d'organisation en organisation, on n'a pas de rapport. Donc ça, pour nous, c'est aberrant, deux organisations proches. Nous, on dit pas qu'on pourrait fusionner, parce qu'effectivement, il y a des désaccords. Bon, Hello est plus sur cette idée d'un parti communiste à reconstruire, les valeurs du communisme, et bon, voilà, même si nous on est d'accord avec ça, enfin avec l'idée des valeurs du communisme, mais ceci dit, nous on pense qu'il faut construire un parti large, unitaire, anticapitaliste, écologique, internationaliste, féministe. Donc on pense qu'il faut regrouper des militants avec des traditions différentes et qui se retrouveraient sur l'anticapitalisme, sur cette idée qu'il faut transformer la société. Donc nous on est plus sur une idée de large et Hello plus sur l'idée du parti communiste classique. Bon, alors après, donc du coup, on voit bien qu'on peut pas fusionner, mais ceci dit, c'est complètement anormal qu'il y ait aussi peu de rapports, qu'on discute aussi peu. Donc les deux candidatures, c'est le résultat de ça, c'est qu'en fait c'est même pas discuté, c'est même pas abordé, et il y a même pas un début de discussion qui pourrait dire bon, qu'est-ce qu'on fait, on va ensemble, on peut aller ensemble ou pas, c'est même on démarre. Vous n'avez aucun contact avec Madame Arthaud? Non, enfin des contacts des discussions politiques sérieuses, il y en a pas. Après il y a des contacts, on se croise dans les manifs, ouais, on se dit bonjour, on se fait la bise quand même. Ça va pas plus loin, quoi. Et voilà, ça va, voilà. Donc moi je pense que, et on est un certain nombre à penser que c'est un problème parce que on est dans une situation très grave aujourd'hui. On le voit bien, la montée de l'extrême droite, les idées réactionnaires, la droite dure avec Fillon, les attaques patronales dans tous les sens, la remise en cause du code du travail, la misère qu'il y a, les services publics détruits, enfin le service de santé qui s'écoule, enfin tous ces trucs-là. Donc il y a quelque chose qui est dramatique et même on rentre dans une période qui est particulièrement inquiétante avec les idées chauvines, protectionnistes. Et puis à l'extérieur, si on parle de l'international, on voit bien les guerres, on voit bien des Poutine, des Trump. Bon voilà, il y a quelque chose quand même très alarmant dans tout ce qui se passe. Et nous, on se dit quand même que ce serait un peu la moindre des choses que des organisations comme les nôtres, qui combattent le capitalisme et qui se posent le problème d'une transformation profonde de la société, de l'émancipation par les populations elles-mêmes. Donc il y a un moment donné, ça serait quand même logique qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut aider à construire les choses ensemble, avec nos particularités, sans fusionner. Mais bon, ça on le fait pas aujourd'hui. Vous auriez pu vous effacer derrière Madame Arthaud s'il y avait eu un accord sur un programme commun? On aurait pu faire plein de choses, mais sauf qu'il n'y a pas de discussion. Donc après, voilà, donc on peut s'effacer derrière plein de monde, mais c'est surtout qu'il faut qu'on discute, de faire quelque chose ensemble, comment on le fait. Et une candidature, ça aurait pu se discuter de cette manière-là. Maintenant, après deux candidatures différentes, c'est pas le plus grave de ce qui nous arrive. Parce que nous, on pense que l'importance pour l'unité, c'est dans la rue. C'est comment on construit l'unité, comment on reconstruit le mouvement social. Alors dans les élections, qu'il y ait deux candidatures, bon, on peut toujours regretter le fait qu'on ne discute pas assez entre nous, qu'on construise pas assez ensemble. Mais ceci dit, bon voilà, les deux candidatures sont là. Et on peut toujours passer du temps à discuter de ces deux candidatures-là. Je pense que le problème surtout, c'est que comme on fait 0,5 dans les sondages, ça apparaît des fois absurde qu'il y ait deux candidatures comme ça. Mais ceci dit, des doublons, il y en a plein. Il y en a 3 ou 4 d'extrême droite aujourd'hui dans cette élection-là. Et puis on voit bien que même quand on voit le débat d'hier entre les Macron, les Fillon et tout ça, on voit que les programmes ne sont pas si différents que ça. Donc on voit que les doublons, il y en a aussi. Mais pour revenir à nous, voilà, c'est comme ça. Après, on fera au mieux, on essaiera de défendre au mieux nos idées. Et puis derrière, c'est surtout pas l'idée de défendre une boutique, quoi. C'est comment on peut être utile
aujourd'hui dans la période actuelle et comment on peut aider à ce que les gens ils aient envie de se battre, quoi. Et c'est pour ça qu'en tout cas nous notre motivation elle va être là, c'est mettre en avant un programme politique qui permette à ce que des gens se disent mais oui c'est vrai, voilà, il faut la réduction du temps de travail, oui il faut interdire les licenciements, oui il faut réquisitionner, oui il faut se battre, il faut bon, c'est un peu ça qu'on veut mettre en avant et on espère être utile et on verra bien. Artaud, ce qu'elle dira, peut-être que ça sera sans doute que ce sera utile aussi un débat politique et qu'on peut considérer que ce que va dire Artaud, ce que nous on va dire et ce que dira Mélenchon, on va se retrouver un peu dans de ce qu'on appelle au sens large de la gauche, et comment cette gauche de gauche, à travers ces 3 candidatures, peut préparer la suite, et notamment la suite pour nous c'est incontournable, c'est la riposte. Il faut parce que de toute façon le vainqueur des élections, ça sera forcément quelque chose qui va nous attaquer, les politiques. Donc là, il n'y a pas de suspense. On n'a même pas l'espoir dans cette élection-là qu'il puisse y avoir quelque chose de positif au bout du compte. Donc ce que nous on pourra faire comme boulot dans cette campagne-là, on espère que ça va faire passer un message. Plus qu'un message, c'est cette perspective politique qu'on met en discussion et on espère que des gens, vont se dire oui, il faut, voilà, vous avez raison, ou ça va donner envie, ou donner de la pêche, donner confiance. C'est ce qu'on espère faire, quoi. Nous, en tout cas, jouer ce rôle-là, quoi. Et on verra avec les 3 candidatures ce qui peut en ressortir, quoi. Alors il y a cette question qui est extrêmement simple, mais au NPA, comment on compte lutter contre le chômage? Quelles propositions on compte mettre en avant dans cette lutte? On voit la courbe du chômage qui n'a cessé ces dernières années de monter. Ouais. Comment on fait? Parce qu'ils font eux déjà, parce qu'ils ont fait depuis 20-30 ans, ou parce que ce qu'on a entendu encore hier sur les exonérations de charges sociales, parce que c'est comme ça qu'ils parlent, tous quasiment. Donc les cotisations sociales qu'ils veulent supprimer, des cadeaux aux patrons, moins d'impôts sur les sociétés, diminuer ou virer l'ISF. Voilà, c'est toujours les mêmes solutions. C'est en permanence des trucs comme ça qu'on entend, ou après des minimums vitaux, ce que propose Hamon. Nous, on est en dehors de ces solutions-là, donc on pense qu'il faut des solutions radicales, à l'opposé donc de ce qu'on nous impose depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, ça paraît simple. Quand on veut stopper le chômage, on arrête de licencier, on arrête de supprimer les emplois dans les services publics, et puis on réduit le temps de travail hebdomadaire entre tous, de manière à ce que le travail soit réparti équitablement. Voilà, c'est ça paraît simple, mais bon, ça ce sont des solutions radicales, et derrière le mot radical, on voit bien qu'il y a une confrontation de fait avec ceux qui dirigent l'économie, ceux qui possèdent, parce que leur problème c'est de se faire de l'argent, c'est rentabiliser, c'est être plus productif, et être plus productif et rentabiliser, c'est baisser les salaires, c'est supprimer le plus d'emplois possible, parce que c'est comme ça qu'ils augmentent leur marge. Donc le problème qui est posé, c'est ça, c'est en réponse, il faut stopper cette machine infernale. Et pour la stopper, il y a ces mesures-là, mais derrière, c'est un rapport de force. Et est-ce que, comme Benoît Hamon, vous pensez que le travail va devenir plus rare? Non, mais non, ça aussi, c'est pareil. Pourquoi ce serait plus rare? C'est plus rare parce qu'il y a des politiques de réduction d'effectifs, parce qu'on nous explique qu'il faut être plus rentable. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de travail. Alors, on nous parle de la robotique, des progrès, ou même aujourd'hui, maintenant, c'est la révolution numérique. Mais les robots, ça fait quand même un paquet de temps qu'il y a des robots et qui justifient, qui servent de prétexte à des suppressions d'emplois. Alors c'est vrai que la robotique, ça permet d'être plus productif, mais en même temps, pourquoi ça profiterait qu'aux patrons? Pourquoi ça profiterait qu'aux capitalistes qui augmenteraient ainsi leur marge? Donc on peut très bien en profiter pour justement répartir le travail, pour soulager le travail. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe, c'est que plus il y a de la robotique, plus il y a de la modélisation, plus il y a une intensification du travail. Aujourd'hui, sur une chaîne d'assemblage comme à l'usine Ford, avec des écrans, avec tout ce qu'il faut de moderne, il y a pratiquement plus d'efforts physiques à faire, mais il y a une intensification du travail qui est à la fois physique, au niveau des gestes, c'est une accumulation de gestes, et puis mentale, il y a une charge mentale énorme où le salarié qui a son poste de travail, il faut qu'il surveille tel écran, il faut qu'il surveille deux, trois écrans comme ça, et donc en fait on s'aperçoit que les tâches sont concentrées sur des postes, et petit à petit les patrons ils arrivent à travers la modernisation des chaînes, la modernisation technique, et ils arrivent à intensifier le travail, et donc on s'aperçoit que oui, il y a moins de monde sur une chaîne d'assemblage, mais s'il y avait le respect des conditions de travail, s'il y avait le respect justement de pas trop donner, de pas surcharger le travail, il y aurait beaucoup plus de travail. Et là aujourd'hui, il y a une logique de suppression de postes, ils calculent tout scientifiquement. Donc non, je pense que si on revient si on combat justement ces politiques de productivité, on peut arriver à recréer des emplois. Et puis de toute façon, après il y a cet aspect-là, mais après l'autre aspect, c'est qu'il y a des tas de choses utiles dans la société qui sont pas fabriquées. Voilà, il y a des bâtiments à construire pour loger les gens, puisqu'en fait, il y a des gens à la rue, ou des gens dans des mal logés,
loger, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de maternités. Enfin, si on va par là, il y a des tas de choses à faire. Du point de vue de l'énergie aussi, si on veut sortir du nucléaire, on sait que si on veut développer les énergies renouvelables et qu'à côté de ça, on veut limiter les gaspillages, donc il y a des tas de choses à faire, à réorganiser la société qui créerait des tas d'emplois. Donc en fait, le problème, il n'est pas qu'il n'y a plus d'emplois, c'est qu'on est dans une société où ceux qui dirigent, leur problème, c'est de se remplir les poches, et donc c'est sur ces bases-là, quoi. Avant de conclure cette interview, des questions encore qui nous viennent, et on vous remercie d'être aussi nombreux à poser des questions sur ce Facebook Live. Question de Jean-Claude, mais qui a été répétée par aussi de nombreux autres internautes qu'on pourrait citer. Quelle est votre position sur l'Europe? Et j'enchaîne avec une deuxième question qui peut aussi être liée à l'Europe, qui est de Cassandra. Votre position par rapport aux migrants? Alors l'Europe, nous on est pour l'abrogation de tous les traités ultralibéraux de l'Union européenne. On est contre l'Union européenne en fait. On est pour la destruction de cette Europe-là, mais nous on n'en discute pas pour dire c'était mieux avant et on est mieux derrière nos frontières à nous, on est mieux avec notre monnaie, avec le franc, tout ça. On n'est pas pour se recroqueviller derrière des frontières parce qu'on pense que c'est très dangereux et puis c'est d'aucune manière une protection pour les populations, pour les. Nous, on pense qu'il faut combattre l'Europe telle qu'elle est, une Europe capitaliste et qui est profondément ultralibérale. On a vu comment la population grecque a été traitée ou est traitée aujourd'hui, hein, ou même les indignés en Espagne. Enfin, on a bien vu les dégâts que ça fait. Donc, une Europe ultralibérale et profondément antidémocratique et de plus en plus violente. Donc, on est contre cette Europe-là. On veut la détruire. Mais après, nous, ce qu'on discute, c'est qu'on veut surtout pas donc se retrouver derrière les frontières. On veut discuter d'une Europe des peuples, de coopération, une Europe solidaire. Donc anticapitaliste, donc ça pose le problème des banques, hein, l'expropriation des banques à l'échelle européenne, mais après c'est la question de l'égalité des droits pour toutes et tous. Donc comment on harmonise socialement, comment on harmonise aussi la fiscalité, de manière à ce qu'on n'ait pas de délocalisation d'un pays à un autre à l'intérieur du continent européen. Donc après le problème c'est celui-là, c'est aussi comment les peuples interviennent, comment la population grecque résiste avec les Espagnols, les Italiens, enfin voilà, c'est une résistance par-delà les frontières et arriver à construire une Europe des peuples. Donc ça passe par un combat social, hein. Et là, derrière les migrants, c'est un peu lié de fait, parce que nous on est pour l'accueil des migrants. Sans quota? Sans quota, mais ouais, parce que ça sert à rien, ça rime à rien, parce qu'on en vient à discuter, puis comment on peut discuter du nombre? De toute façon, on voit bien des millions de gens qui sont victimes d'une situation catastrophique entre les dictatures, entre les massacreurs comme Bachar el-Assad ou Erdogan en Turquie. Enfin, on voit tout ce qui se passe, et puis les bombardements. Et quelle solution pour les héberger alors qu'on sait qu'on a déjà dans donc il y a les dictatures, il y a la famine en Afrique de l'Est en ce moment, il y a 20 millions de gens qui sont menacés de mort dans la période qui vient. On voit tout ça, on voit aussi les interventions militaires des pays comme la France et tout ça qui ne font qu'aggraver la situation là-bas, parce que à intervenir comme ils font, à bombarder comme ils font, on voit les conséquences. Donc vous êtes contre l'intervention de la France en Syrie? Oui, on est contre les interventions militaires, ça ne sert à rien donc on n'a pas le temps de trop développer là-dessus, mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien une misère qui est réelle, et donc évidemment les migrants, c'est la conséquence de ça. Donc après, nous, dans un pays plutôt préservé aujourd'hui, comment on pourrait dire non, tu rentres pas, t'es de trop, tout ça, c'est pas possible. La seule réponse qu'on puisse avoir, c'est répondre à l'urgence humanitaire. Donc d'une part, c'est accueillir. Nous, on dit qu'il y a les moyens, il y a largement les moyens de loger. Aujourd'hui, il y a des millions de logements vides. Alors c'est sûr qu'après, il y a les démagos et les réactionnaires comme Le Pen qui vont dire non, mais il y a des gens français qui n'ont pas de logement, donc on va pas loger ou accueillir des gens qui sont pas français. Tout ça c'est dégueulasse, parce qu'en réalité il y aurait les moyens de loger tous les Français, tous les résidents français, et en même temps les migrants. Donc c'est aussi c'est tout le problème de réponse radicale aussi. La priorité c'est répondre à la pauvreté ou à la misère. Donc on est pour l'accueil, la liberté de circulation, et on dit qu'il y a largement les moyens de faire tout ça. Et au-delà de ça, de l'urgence humanitaire, on est pour un monde de coopération, d'ouverture des frontières. On pense que sinon c'est dangereux. On va dans des sociétés où on va cultiver la haine de l'autre et se sentir en danger dès qu'il y a des migrants. Donc voilà. Donc nous on est à l'opposé de tout ça. On est internationaliste. Cette toute dernière question pour conclure cette interview, que vous avez été invité sur le plateau d'On n'est pas couché chez nos confrères de France 2. Ça fait beaucoup polémique le traitement qui vous a été réservé sur ce plateau, où il y a eu des rires. On a dit encore une fois que ce traitement qui vous a été réservé n'aurait pas été le même pour un autre candidat, ou que cette séquence n'aurait pas été diffusée. Ça vous a touché, ça vous a marqué? Non, pas moi, mais ça a touché d'autres. Non, parce que dans l'émission, encore une fois, mais même comme il y a 5 ans,
Je me sens pas visé, j'essaie de défendre les idées, donc non, sur le coup j'ai pas été touché. J'ai vu les discussions et c'est vrai que ça révèle quelque part certainement un mépris social, une arrogance, un milieu de la télévision qui est déconnecté de la population, qui est incapable même de débattre de politique avec un syndicaliste ou un candidat ouvrier parce qu'ils sont plus dans les mêmes rapports que quand ils ont des politiciens classiques. Bon, on voit ça, on voit qu'ils en sont incapables, mais ceci dit, moi je relativise parce que Ruquier, l'émission de Ruquier se fait dégommer par cet exemple-là. Donc on dit voilà, regardez, c'est ça le mépris, tout ça. Et moi je reviens à l'ensemble des médias, c'est que un média qui invite pas ou qui invite jamais, est-ce qu'il est moins méprisant quand ça se voit pas, parce que ça se voit pas, en fait, parce qu'ils règlent le problème puisqu'ils invitent pas. Il y a la matinale de France Inter, par exemple, pour citer les plus grosses émissions, ou Apathy sur France Info, lui il invite pas. Donc on voit pas des scènes comme ça. Mais est-ce qu'ils sont mieux? Donc je pense que le problème c'est pas Ruquier. Le problème c'est que il y a un vrai problème, il y a un vrai décalage. Mais là encore une fois, c'est pas juste par rapport à un candidat ouvrier, c'est que de toute façon à la télévision, on voit pas de syndicalistes, on voit pas de militants, on voit pas de tous ceux qui se battent au jour le jour contre le racisme, contre le sexisme ou contre les licenciements et tout ça. Ça se voit pas, ça apparaît pas à la télévision. Donc le mépris social, il est là, il est réel, il est au quotidien. Et il y a comme s'il y avait une classe sociale qui était effacée. Elle n'existe pas. Elle existe que quand par exemple des jeunes casent des vitrines dans des manifestations ou quand les jeunes des quartiers populaires se révoltent parce que suite au viol. Là ça existe, mais pour montrer, regardez, ils se mettent en colère, c'est pas bien, ils sont méchants et tout ça. Mais sinon, en réalité, voilà, au quotidien. Et peut-être que dans Ruquier, voilà, on voit tout ça, c'est une illustration de ce mépris social ou de cette déconnexion entre un monde médiatique et politique qui est en dehors de tout ça, quoi. Merci Philippe Poutou de nous avoir accordé Merci à cette vous. interview. On était en direct sur Brut.